dérouler ensemble un certain nombre d'observations cliniques avec beaucoup d'imagerie, de l'échographie, mais aussi d'autres choses. Et le but, c'est de partager ces éléments ensemble. Et puis, je m'arrêterai à 9h15. Comme c'est comme une succession de cas cliniques, c'est assez facile de pouvoir s'ajuster. Alors, la première observation est celle d'une dame de 68 ans que j'ai vue en consultation pour un genou douloureux, assez banal. Genou droit douloureux, plutôt compartiment latéral du genou droit, compartiment médial, pardon. Alors, comme toute grenobloise qui se respecte, elle est sportive, elle fait de la marche, elle va en montagne. À Grenoble, si vous ne faites pas de la montagne tous les week-ends, c'est que vous n'êtes pas un vrai dauphinois. Donc, voilà, elle marche, et puis son genou s'aggrave, et elle a mal avec de temps en temps des épisodes d'arthrose. Donc, somme toute, une symptomatologie qui est assez banale, d'une pathologie mécanique de genou. Et puis, elle a un kyste poplité. Alors, je vais vous montrer ces radiographies, les voilà. Donc, effectivement, on retrouve un compartiment médial de son genou droit qui n'est pas tout à fait normal, avec un interligne qui est pincé, avec une ostéophytose. Le compartiment latéral ça va. Et puis, de l'autre côté, pas grand-chose. Voilà en position Schuss, donc effectivement, on comprend un peu mieux qu'elle souffre. Il y a peut-être une condensation de l'osso-chondral au niveau du condyle fémoral médial et du plateau tibial interne. Voilà le profil que je vous montre. Et puis, voilà, c'est des filets rotuliens. Donc, elle a un kyste poplité derrière, assez banal, somme toute, devant ce tableau-là. Et voilà l'échographie du kyste poplité. Donc, ce sont des images qui doivent, je pense, que vous devez reconnaître. Alors, je n'ai pas de logiciel qui permet de faire une belle image bien allongée, donc j'en ai mis deux l'une à côté de l'autre que j'ai collées. Mais ces images sont évocatrices de voilà, d'ostéochondromatome. Pourquoi ostéo? Ça pourrait être des chondromes, tout simplement, mais à chaque fois, il y a un cône d'ombre postérieur. Sur un grossissement un peu plus important, on voit très bien ça. Donc, on peut dire que c'est ossifié ou calcifié, comme vous voulez, et que la métaplasie de la membrane synoviale a abouti à ces ostéochondromes. Alors, je l'ai infiltrée plusieurs fois, mais évidemment, avec tous ces corps étrangers intra-articulaires, elle continue à souffrir. Et finalement, ça s'est terminé par une prothèse unicompartimentale. Elle va très bien et elle refait de la montagne. Mais vous voyez que le chirurgien n'a pas tout enlevé, parce que quand on regarde rétrospectivement sur ces radiographies, certes, elle en avait plusieurs, mais il en reste, donc je ne sais pas ce que va devenir sa prothèse. En tout cas, l'avenir nous le dira. Voilà, donc des images assez banales pour ce premier dossier. Le deuxième nous a posé plus de problèmes. Alors c'est un monsieur qui a des lourds antécédents. Il avait à peu près 80 ans quand il est rentré dans le service, avec un genou droit douloureux de façon assez brutale. Il y a un mois avant, il allait bien, et puis les choses se sont dégradées. Compartiment latéral, donc du genou droit. C'est un patient qui a des très lourds antécédents, puisqu'il a été traité pour un cancer de la prostate il y a une dizaine d'années. Cancer de la prostate qui est connu comme étant métastatique. Et puis il a eu un cancer du rein il y a 2 ans traité par néphrectomie. Et puis il a eu un cancer du rectum opéré. Et en plus de ça, il a un diabète de type 2. Voilà. Donc il a pas mal d'antécédents. Et il rentre avec un tableau assez inquiétant parce qu'il était quand même relativement actif malgré son cancer de la prostate. Puis vous savez qu'il y a des gens qui peuvent gouverner pendant une dizaine d'années avec un cancer de la prostate, donc c'est pas forcément incompatible. Toujours est-il que quand même, il est devenu quasiment grabataire à cause de cette douleur qui l'handicape beaucoup. Le poids de 103 kg pour presque 1m80, donc il a un IMC qui est un peu élevé. Il n'y a pas d'amaigrissement récent, ce qu'on aurait pu suspecter au vu de ses antécédents. Sur le plan biologique, il a des PSA qui sont très élevés, un tout petit syndrome inflammatoire, mais il pèse 103 kg. Donc une CRP à 15 avec 103 kg, c'est assez banal et ça s'explique assez bien sur le plan biologique. Et il n'a pas d'hypercalcémie, puisque la calcémie mesurée est à 2,45 et il avait une albuminémie qui était normale. Donc voici ces radiographies de genoux. Je vous rappelle, c'est plutôt le compartiment latéral du genou droit qui est symptomatique, avec une diminution d'amplitude liée à la douleur, mais il n'y a pas de limitation mécanique. La palpation de la région condylienne n'est pas particulièrement douloureuse, la palpation de l'interligne non plus, mais c'est la mise en charge qui est douloureuse. C'est vraiment assez mécanique dans sa présentation. Donc voilà ces radios que je vous laisse voir. Que se passe-t-il? Oui. Au niveau ici, là? Ouais, peut-être. Alors, c'est des radiographies numérisées, ce qui fait que sur le bord, là, c'est pareil, on ne voit pas très bien les bords des condyles, le plateau tibial médial. Non, je ne pense pas qu'il y ait d'anomalie au niveau de la tête de la fibula. On la revoit mieux sur le profil. Elle est là, mais elle a été considérée comme normale. Je vous montre sa scintigraphie osseuse. Il n'y a absolument aucun trucage. C'est bien le bon patient.
Bon, on savait que son cancer de la prostate était métastatique avec des PSA au taux où ils étaient. C'est pas forcément très surprenant, mais voilà son genou, face antérieure, avec une fixation au niveau du condyle. Donc, est-ce que c'est évocateur? Alors, vous savez que la scintigraphie, c'est peut-être très sensible, mais c'est pas du tout spécifique. Est-ce que c'est une algodystrophie? Est-ce que c'est une fracture de fatigue? Est-ce que c'est une ostéonécrose? Est-ce que c'est une métastase condylienne? C'est bien sur le condyle latéral que le problème se situe. Donc, est-ce que vous avez des idées particulières? Nous, en fait, on était parti sur une atteinte secondaire dans le cadre de son ostéopathie maligne. Et en fait, l'IRM a corrigé le tir, puisque... Alors, il avait un tout petit épanchement à l'échographie, mais je ne vous ai pas montré, ce n'était pas intéressant. Son genou, le tibia, est strictement normal. Le condyle latéral est strictement homogène. Il n'y a absolument pas d'hypersignal à l'intérieur. Ça, c'est des clichés en coronal T2 FATSAT. Et on voit un énorme œdème de tout le condyle latéral, qu'on retrouve sur le cliché de profil, avec un hyposignal sur les séquences pondérées en T1, toujours en coupe coronale. Et est-ce que vous avez une idée de ce qui peut se passer? En fait, quand on regarde bien le condyle latéral, il y a une ostéonécrose de ce condyle latéral qu'on n'a pas très bien expliqué. En tout cas, on a beaucoup discuté du dossier avec les radiologues. C'est absolument pas évocateur d'une localisation secondaire osseuse, mais plus d'une ostéonécrose. Alors, on ne peut pas parler d'ostéonécrose d'hyperpression parce que le ménisque est intact et puis le plateau tibial correspondant est intact aussi. Il n'y a pas d'œdème, il n'y a pas d'hypersignal osseux en T2. Et il y a cette petite lésion en coup d'ongle qui est là. Alors, en réinterrogeant le patient, de par ses antécédents néoplasiques, il a été traité à un moment donné avec des azocortisonés qu'il avait eu dans le cadre de ses multiples traitements chimiothérapiques. Alors, est-ce que c'est une ostéonécrose liée à la corticothérapie? En tout cas, nous n'avons pas retrouvé d'autres facteurs de risque chez lui. Alors, on n'a pas poussé le bilan plus loin, on s'est arrêté. Il devait voir le chirurgien en consultation, mais finalement, les choses vont à peu près bien. Il béquille au niveau de son genou et vu l'avancée de son cancer de la prostate, nous nous sommes arrêtés à cet endroit-là. Troisième dossier, c'est celui d'une dame de 40 ans qui arrive aux urgences. Elle arrive pour une symptomatologie de crise de colique hépatique. Alors, on retrouve les 4 F de Griffith. C'est une femelle, elle a 40 ans, elle est fertile, elle a 5 enfants, et puis elle est fat, elle a un IMC à 35. Donc elle a tous les éléments sémiologiques décrits par nos collègues, notamment Griffiths, pour faire une crise de colique hépatique assez standard. Elle a un signe de Murphy à l'inspiration, pas trop de soucis. Et puis donc, dans le cadre de son bilan complémentaire, à la recherche d'une lithiase biliaire radio-opaque, on fait un ASP qui, curieusement, retrouve une image condensante, homogène, une vertèbre blanche en T12. Le reste de l'examen, pas d'altération de l'état général, puis elle a vraiment une symptomatologie de vésicule biliaire. Et donc, elle nous redit que ces douleurs, en fait, sont présentes depuis plusieurs mois et que ce n'est pas forcément une crise de colique hépatique. Donc voilà sa radiographie que j'ai centrée sur la vertèbre pathologique. Alors, on peut l'analyser ensemble. Est-ce que la taille de la vertèbre vous paraît augmentée? Non. Est-ce que la trame osseuse vous paraît désorganisée? Est-ce qu'il y a une dédifférenciation entre la corticale? Pas vraiment, d'accord. La condensation est-elle homogène ou pas? Elle est plutôt homogène. Y a-t-il une fracture vertébrale ou pas? Plutôt non. Les pédicules, eh bien, on le voit, le pédicule gauche, on devine le pédicule droit, on devine l'épineuse. Donc, quelles sont les hypothèses diagnostiques qu'on peut émettre devant la découverte finalement fortuite d'une vertèbre blanche à la radiographie? Une vertèbre condensée, certes une maladie de Paget, mais on va pouvoir voir qu'elle ne remplit pas les critères radiologiques de maladie de Paget. Un lymphome osseux avec une ostéocondensation, on en a vu. Une métastase, c'est toujours possible, notamment du sein. Une infection pour une ostéite, elle a vraiment des douleurs anciennes, il n'y a pas de syndrome inflammatoire, il n'y a pas de tableau. Et puis un SAPHO avec, là encore, une ostéite aseptique. Ça peut se discuter. Donc pour la maladie de Paget, on a vu que finalement, elle ne rentrait pas dans les critères radiographiques. Pour l'infection, non plus. Et finalement, qu'est-ce que vous auriez demandé d'autre pour essayer d'aller plus loin, pour faire un diagnostic? Alors, si on demande une scintigraphie, il y a toutes les chances que la scintigraphie fixe, parce qu'il y a une intense activité ostéoblastique dans cette vertèbre. Donc, finalement, la scintigraphie, je ne vous la montre pas, mais elle pourrait être fixante. Et puis voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Donc, finalement, cette dame a eu un scanner thoraco-abdominopelvien qui ne retrouvait absolument rien, ni en sus-diaphragmatique, ni en sous-diaphragmatique, vraiment strictement rien. Et quand on a fait les fenêtres osseuses,
eh bien, on est tombé sur l'ostéocondensation qu'on supposait à la radiographie, mais on a eu la surprise de constater qu'étaient associées à cette ostéocondensation des lésions ostéolytiques de cette vertèbre. Donc, vertèbre un peu inquiétante sur le plan morphologique. Et finalement, c'est la biopsie osseuse, puisqu'on n'avait strictement rien en périphérie à biopsier. Et sur le plan biologique, il n'y avait aucun argument qui pouvait nous orienter sur tel ou tel diagnostic. Et c'est la biopsie qui a permis le diagnostic de lymphome osseux primitif. Donc il y a quelques années, avec Marcel Franciscan, nous avions publié une série de 140 observations de lymphomes s'étant révélés uniquement par une atteinte rhumatologique. Et c'est des choses qui sont loin d'être rares. Il faut y penser. Et le diagnostic de lymphome osseux primitif repose sur 3 critères. Il doit y avoir une seule pièce osseuse atteinte au niveau du squelette. On doit avoir une preuve histologique de ce que l'on dit. Et puis, on doit avoir un bilan d'extension négatif. Donc, c'était ce qui se passait. Et un tout petit point, dans la maladie de Hodgkin, il existe également des vertébrivoires qui se rencontrent à peu près dans 10% des cas, plutôt de siège thoracolombaire. Ça peut être tout à fait révélateur de la maladie. Et puis, l'ostéocondensation, elle est souvent hétérogène, avec très souvent la coexistence, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être, de lésions condensantes et de lésions lytiques. Un tout petit mémo pour se rappeler, en fait, les étiologies des lésions condensantes, soit uniques, soit multiples. Uniques, eh bien, il y a des choses assez banales, comme les îlots condensants ou les ostéomes ostéoïdes. Métastase lymphome, le très rare myélome ostéocondensant, c'est moins d'1% des myélomes, donc c'est très rare, mais ça fait partie des étiologies à connaître. La maladie de Paget, bien sûr. Ostéonécrose et infarctus osseux donnent des condensations osseuses qui peuvent être plus ou moins homogènes, mais qui parfois peuvent être uniques, la preuve tout à l'heure. Les ostéomostéoïdes ou certaines tumeurs cartilagineuses peuvent donner des ostéocondensations, et puis les ostéites chroniques. Quand elles sont multiples, eh bien, vous voyez les étiologies qui figurent ici, avec en premier lieu, effectivement, métastase lymphome, et puis les îlots condensants qui peuvent être nombreux. L'ostéodystrophie rénale donne des lésions condensantes, mais qui sont assez typiques quand même de ces pathologies rénales chroniques. Et puis la très rare fluorose osseuse. On en a eu quelques cas à Grenoble, parce qu'il y avait une usine Péchinet, pas très loin de Grenoble, qui rejetait du fluor en grande quantité. Les vaches en mangeaient dans l'herbe, et le lait des vaches était contaminé. Il y a plusieurs patients qui ont fait des fluoroses osseuses avec des condensations qu'on a vues. La dernière qu'on a vue, c'était une dame qui trouvait son dentifrice tellement bon qu'elle se lavait les dents 10 à 15 fois par jour, et elle avalait son dentifrice pour avoir une bonne haleine après, et elle a déclenché une fluorose osseuse. Mais ça, c'est anecdotique. On va changer de registre pour basculer sur une dame assez jeune, institutrice, 42 ans, elle est gauchère, donc c'est la rentrée des classes, elle recommence à écrire après une longue période estivale de repos, et puis elle commence à avoir mal à l'épaule, mais vraiment de façon hyper brutale. Et en l'interrogeant bien de façon un peu policière, effectivement, peut-être qu'au mois de mai-juin de l'année précédente scolaire, elle a eu un peu mal à l'épaule, mais ça s'est calmé pendant l'été, puis ça a repris au moment de la rentrée des classes. Et quand elle arrive, vraiment, elle tient son épaule avec son bras droit, elle a l'attitude est traumatisée du membre supérieur. C'est vraiment très douloureux, c'est non mobilisable en actif en raison de la douleur, et c'est très douloureux en passif également. Elle a 37,9, c'est un tout petit peu embêtant dans le contexte, elle n'a pas frissonné, mais enfin on est un peu embêté. Qu'est-ce que vous faites comme examen complémentaire de première intention? Vous faites des radios, une écho, alors c'est tout singulier. On se retrouve avec des étudiants en médecine, il n'y a pas de S, donc il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'une seule réponse, c'est une question à réponse unique. Radio, écho, scanner, IRM, arthro-IRM. Très bien, on fait une radio, bravo. Et voilà, ça c'est la radio du moment où elle a mal. Quand vous la voyez à la rentrée, septembre-octobre. Et puis elle vous dit, mais vous savez, j'ai une radio également d'il y a quelques mois, je vais vous la montrer. Donc on retrouve une image de tonalité calcique, on va dire, dans l'espace sous-acromial, assez évocateur d'une calcification périarticulaire dans le cadre d'une tendinose chronique. Elle vous montre sa radio d'il y a 2 mois. Voilà, le cliché, c'est bien la même patiente, hein, d'accord? Le cliché montre une calcification qui est beaucoup plus dense que celle que vous avez vue, et donc elle est en train, très probablement, de disparaître, hein, de se résorber. Et effectivement, c'était une calcification qui était en cours de résorption. Alors, c'est pas elle, parce qu'elle est partie après, on l'a infiltrée, elle est partie, mais voilà ce qu'on peut voir avec le lait calcique qui descend dans la bourse séreuse sous-acromiale deltoïdienne, soit dit en passant.
la bourse séreuse sous-acromiodéltoïdienne, vous voyez jusqu'où elle peut descendre, quasiment jusqu'à la diaphyse humérale. Donc il peut tout à fait y avoir des gens qui décrivent des douleurs qui sont assez bas situées au niveau de l'épaule et qui ne sont pas forcément des diaphyses humérales ou des pathologies osseuses. Donc il faut bien y penser. En échographie, ça donne des images superbes, puisqu'on a des images comme ceci, avec des zones hyperéchogènes en périphérie, en coupe axiale ou en coupe longitudinale. Et quand on voit ça, en général, la ponction est très facile, et on ramène du lait calcique qui sédimente très rapidement, en quelques minutes, et vous avez le diagnostic. Voilà un autre exemple de patiente et s'étant présentée avec une épaule gauche très douloureuse, impotence fonctionnelle totale. Vous connaissez bien ces tableaux, quand vraiment ça se manifeste, c'est très bruyant, et donc on ne peut pas les mobiliser en général. Donc c'est des gens, on fait des radios. Pour une fois, cette patiente, elle a eu donc les radios dans le mauvais ordre. On a commencé par l'IRM. Et l'IRM, c'est un très mauvais examen pour voir les calcifications, puisque je suis désolé, ça tremble un tout petit peu, pourtant je ne bouge pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. La calcification est ici, elle est en hyposignal. C'est pas que l'os, la corticale osseuse est en hyposignal, et en fait, on la voit très bien parce qu'il y a un hypersignal de part et d'autre de cette calcification. Il y a un hypersignal dans la bourse séreuse sous-acromiodéltoïdienne, et puis ici au niveau de l'insertion du supraépineux. Donc on voit bien par soustraction la calcification, mais l'IRM n'est pas faite pour ça. Par contre, la radio, c'est beaucoup plus parlant et on ne passe pas à côté. Donc c'est vraiment l'examen de première intention. Voilà. Alors ces calcifications, leur devenir, là encore, il n'y a qu'une seule réponse. Elles disparaissent spontanément sans faire de bruit, première proposition. Elles peuvent donner des tendinites aiguës congestives, deuxième proposition, des érosions osseuses, ou elles peuvent donner souvent des bursites aiguës. Okay, c'est la dernière proposition qui était bonne, mais c'est le cas le plus fréquent, mais ce n'est pas le seul. En effet, ces calcifications, 9 fois sur 10, elles migrent dans la bourse séreuse sous-acromiodéltoïdienne en donnant ces tableaux extrêmement bruyants comme celui qu'on vient de voir, donc 9 fois sur 10, mais vous voyez que 90 fois sur 100, elles migrent dans la bourse séreuse. Dans 9 fois sur 100, elles migrent dans le tendon, et donc elles donnent des tendinopathies inflammatoires, des tendinites inflammatoires microcristallines. Et puis, ça c'est le cas le moins fréquent, mais le plus difficile, c'est que de temps en temps, ces calcifications peuvent migrer dans l'os, au niveau de la tête humérale, et donner des tableaux un peu inquiétants. Quand on voit ça, ou quand on voit ça, quand on fait un scan sur ces calcifications-là, eh bien, c'est pas très facile de dire est-ce que c'est un ostéosarcome avec des calcifications dans les parties molles ou pas. Donc très souvent, l'anamnèse, les antécédents, l'histoire clinique nous éclairent, mais il faut savoir que ces tableaux, qui sont rares, 1% des cas, donnent des discussions qui sont parfois assez tendues avec les radiologues. Les tableaux de bursite, c'est fréquent, et puis les tableaux de tendinite, inflammatoire, c'est relativement fréquent, 9%, et puis 90% des cas dans les bourses séreuses. Voilà. Je regarde l'heure, mais c'est ça. Cette patiente, 35 ans, avait des douleurs au niveau de l'arrière-pied, douleurs chroniques, très, très mécaniques. L'examen clinique, somme toute, qui n'oriente sur aucune cause particulière, donc douleurs mécaniques, au niveau plutôt de l'arrière-pied. Donc c'est des dossiers que j'ai empruntés. On a eu un patient, mais le dossier n'était pas très joli. Je suis allé sur le site de la clinique du sport de Bordeaux-Mérignac, où je vous encourage à aller. Ils ont vraiment des images superbes. Et en fait, voilà les radiographies de cette patiente. En fait, il y a plusieurs choses. On a tout d'abord un élargissement du processus latéral du talus qui est ici. D'autre part, on a un pincement de l'interligne sous-talien au niveau de l'interligne postérieure ici. On ne voit pas très bien l'interligne. On ne voit pas très bien non plus l'interligne talocalcanéen en avant. Et puis, on a un signe de l'anneau qui est ici avec les flèches vertes, un liseré dense sur le dôme du talus. Donc, est-ce que ça peut vous évoquer des pathologies particulières, ces images radiologiques, pour lesquelles, j'en conviens, ce n'est pas tous les jours qu'on les rencontre, mais on peut être amené à discuter des dossiers d'arrière-pied douloureux, et ça nous est arrivé plusieurs fois, de les voir en consultation médico-chirurgicale. Très bien. Voilà, donc, très bien. Synostose ou synchondrose. Ici, c'est une synostose complète avec une fusion de l'interligne, et là, en fait, on a une synchondrose. Il reste encore un peu de cartilage, mais la fusion n'est que partielle. Donc, c'est des tableaux douloureux qu'il faut bien connaître. L'arthroscanner ou le scanner, en fait, permet de poser le plus souvent le diagnostic, ici, donc avec une synchondrose talocalcanéenne,
où on a un pincement avec une ostéocondensation très importante. Il reste un peu de cartilage par rapport à la synostose, où il y a une fusion complète des interlignes. Autre problème de pied, mais cette fois-ci d'avant-pied. C'est un patient, une dame de 55 ans qui vient en disant « j'ai vraiment très mal au niveau des orteils ». Elle vient pour ça, quand je marche, quand je suis en station debout. Et puis vous l'examinez. Alors volontairement, j'ai noyé un peu le poisson en disant que la symptomatologie n'était pas évidente, l'examen clinique n'était pas très évocateur. Je pourrais vous dire qu'elle a un squeeze test qui est positif, c'est-à-dire que le fait de pincer le clavier au niveau des têtes métatarsiennes réveille sa symptomatologie douloureuse et déclenche une irradiation au niveau des orteils. Vous avez fait le diagnostic? C'est un névrome de Morton. Effectivement, l'échographie, ça c'est une vue plantaire, vous montre entre les deux têtes métatarsiennes. Je suis désolé, ça passe mieux sur mon ordinateur que sur l'écran, mais en coupe axiale, on a cette petite tuméfaction hypoéchogène entre les têtes métatarsiennes. En longitudinale, on a un noyau d'olive qui est hypoéchogène, où de temps en temps, en faisant bien attention, on peut voir le nerf afférent et le nerf efférent, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on a l'IRM, mais il n'y a pas besoin d'IRM, simplement ça permet d'illustrer un peu les choses, on a ces lésions qu'on retrouve ici, au niveau du troisième espace, cette image en sablier, et qu'on voit très bien que si vous faites une coupe plantaire, alors on est gêné par la couche cornée, mais en diminuant la fréquence, on arrive à passer à travers et on voit très bien ces petites images hypoéchogènes qui sont là et qui peuvent être parfois relativement frustres, mais on a ça et c'est un bon signe que l'on retrouve fréquemment. Le diagnostic différentiel de ces affaires-là, c'est les bursites intercapito-métatarsiennes, donc où là on a en IRM une lésion en hypersignal qui traduit donc la présence de liquide synovial au niveau de la bursite, alors que dans le névrome de Morton, c'est quelque chose qui est très homogène. Donc le T1 ne permet pas de faire le diagnostic, mais il faut du T2 FATSAT pour faire le diagnostic. Et ces synovites peuvent être de temps en temps très volumineuses. Et hier matin, j'en ai vu une donc en salle interventionnelle. Ça, c'est en coupe longitudinale. La périphérie, ça, c'est une artériole. Mais c'est un noyau d'olive, enfin, c'est plus qu'un noyau d'olive, c'est presque un noyau d'abricot. Et c'est assez facile d'accès. Alors tout à l'heure, ça marchait. Et effectivement, voilà, ça ne marche plus. Quand on injecte des corticoïdes à l'intérieur, dans le névrome, vous ne pouvez pas faire ça, parce que le patient vous le signale tout de suite. Mais sinon, globalement, il y en a une très bonne diffusion des corticoïdes. Et il y a un signe qui est intéressant. Alors j'ai trouvé ça sur un site italien j'ai trouvé le petit film superbe, donc je vous le montre ici, c'est le film de Mulder, où en fait, le fait de faire un squeeze test en mettant la sonde en vue transversale plantaire permet en fait de faire saillir le névrome de Morton entre les deux têtes métatarsiennes. Donc il suffit juste de pincer le clavier métatarsien et clac, on voit sourdre. Ça c'est en coupe longitudinale, mais c'est pareil, on a sensiblement les mêmes images. Et donc c'est vraiment très pratique et il ne faut pas se... Voilà, là c'est plusieurs névromes de Morton, on ne peut pas passer à côté. Ça c'est une danseuse qui avait mal à la cheville avec des douleurs plutôt postérieures au niveau de cette cheville, donc douleur très importante en flexion plantaire, à progression progressive, et puis elle nous disait que plus elle s'entraînait, plus elle avait mal, donc c'était quand même un peu bizarre. Les radiographies qu'on avait faites, les voilà, donc je vous les montre. Bon, j'ai pris cette image-là, c'est pas forcément elle, mais voilà les radiographies. Il y a quelque chose qui vous choque ou pas? Voilà. En fait, c'est un syndrome du carrefour postérieur. Alors là encore, l'IRM confirme la pièce osseuse, mais c'est pas très intéressant. En T1, l'os c'est tout noir, donc bon, on le voit bien, avec une petite réaction inflammatoire de voisinage. Elle a été opérée, ça a été réséqué, et elle est devenue complètement asymptomatique. Ce petit jeune, il avait 16 ans. Il vient pour une douleur de la hanche qui évoluait depuis 2 mois et d'horaires vraiment inflammatoires. Si je vous dis que c'était presque une douleur à dormir debout, je vais vous mettre sur la voie. Okay, donc d'horaires inflammatoires, réponse partielle aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'il avait pris, et puis donc l'amène aux urgences. Sa maman, devant la chronicisation des douleurs, eh bien, l'amène aux urgences pour savoir ce qu'il faut faire. Et donc sont réalisées des radiographies et une échographie. Donc l'échographie, côté droit douloureux, côté gauche, je suis désolé, ça passe pas très bien, il n'a pas tout à fait fini sa croissance, donc les noyaux épiphysaires ne sont pas complètement soudés, ce qui fait que la tête humérale n'est pas tout à fait régulière, mais le côté gauche est normal, moins de 8 mm, le côté droit, vous voyez, il y a plus de 8 mm, donc il y a un épanchement coxofémoral, et voilà les radiographies, donc le profil médical, et puis la face, voilà.
Donc épanchement intra-articulaire, douleur de hanche, à radio sensiblement normale. Voilà l'IRM qui a été faite. Donc devant, les radios ont été considérées comme normales. En T1, c'est de l'os, c'est tout blanc. Et quand maintenant je vous remonte la radio, on peut se poser la question d'une ostéocondensation quand même dans la région du petit trochanter sur la corticale interne. Donc l'IRM confirme que c'est bien de l'os. Le T2 nous montre que c'est de l'os avec quand même de l'inflammation au sein du tissu osseux puisqu'il y a un hypersignal et c'est des clichés en FATSAT. Donc c'est pas de la graisse, c'est bien de l'œdème osseux. Et puis voilà en coupe axiale, ça c'était en coupe coronale, en coupe axiale, on a un hypersignal qui déborde un peu au niveau de la région antérieure, donc qui explique possiblement l'épanchement intra-articulaire. Et maintenant je vous pose la question, l'IRM, ok, ça montre un hypersignal de la région avec une ostéocondensation, les radios vous montrent ça avec un petit épanchement, mais jusque-là on n'est pas très avancé. Quel est l'examen clé? Le scanner, très bien. Et le scanner montre le nidus avec cette intense activité ostéoblastique tout autour du nidus qui effectivement signait la présence d'un ostéome ostéoïde. Il a été opéré. Il y a eu une toute petite biopsie osseuse qui a été faite par les chirurgiens en enlevant le cœur de la tumeur et il est asymptomatique. Voilà. Deuxième hanche douloureuse. Deuxième tableau, alors ça par contre c'est différent. C'est un monsieur de 69 ans qui a eu une prothèse de hanche posée 10 ans auparavant et qui s'est mis à avoir progressivement mal à la hanche. Donc douleur plutôt mécanique, d'apparition plutôt récente, 10 ans après la pose de la prothèse de hanche. Donc l'examen clinique prudent montre une mobilité de la hanche, somme toute assez conservée, mais douloureuse à la mobilisation, donc au niveau du membre inférieur considéré. Voilà les radios qui sont faites. Alors je vous zoome un petit peu sur le cotyle. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous embêtent? Oui, il y a des choses embêtantes sur la radio. Au niveau du cotyle et au niveau de la diaphyse fémorale, il y a des lésions de résorption, d'ostéolyse, en fait, qui évoquent un décèlement prothétique chez lui. Donc voilà, le scanner confirme, parce que le chirurgien n'a pas voulu y toucher autrement, confirme l'existence de lésions lithiques qui sont très bien limitées, qui sont à bord cerclés, qui sont diffuses, il y en a sur le cotyle, il y en a un petit peu sur le fémur, et qui signent un décèlement de type granulomateux. On oppose les décèlements infectieux qui sont plus précoces, qui sont plurifocaux, avec des irrégularités au niveau des zones ostéolytiques, et qui surviennent en dehors des zones de contrainte mécanique de la prothèse. Ça, c'est infectieux. Mécanique, eh bien, vous connaissez bien. Et puis granulomateux, eh bien, on a ces ostéolyses extensives qui sont peu parlantes cliniquement. Pendant, il avait mal, enfin, ça progressait déjà depuis plusieurs années, et il y avait 10 ans que sa prothèse avait été posée. C'est uni ou plurifocal, les bords sont très nets, avec un liseré d'ostéocondensation, car c'est un processus qui est lent, et l'os a tendance à se reconstruire autour des lésions granulomateuses pour essayer de les limiter, et la taille est progressivement croissante. Là, je vais vous montrer une autre image où on serait beaucoup plus embêté, parce que devant un tableau comme ça, je ne sais pas trop quelle est l'imagerie qui va pouvoir nous dépanner. L'IRM va être artefacté, le scanner va être complètement artefacté, et je vous montre les radios. D'ailleurs, je ne suis pas très sûr qu'il y ait une mobilité qui soit très importante au niveau de cette hanche. Voilà. Vous me faites signe, Nagia, parce qu'il est 12, donc je peux m'arrêter. Je peux en garder pour l'année prochaine. Il m'en reste encore plusieurs, mais après, c'était un talon douloureux, mais... attendez, peut-être un petit dernier. Ouais, non. Voilà, c'est ça. Parce que je voulais remercier Fatima Abourazak qui m'avait passé des diapositives. Donc c'est un monsieur qui est kiné dans le service. Il a 62 ans, il n'est pas encore à la retraite, il se porte bien, 37,5 d'IMC. Et puis il a une douleur au niveau du tendon d'Achille. Et il nous dit, tiens, il attrape un assistant, il dit, tu peux pas me regarder mon tendon d'Achille en échographie, ça me fait mal. Pas de problème, allonge-toi. Et voilà son tendon d'Achille. Alors, c'est marqué calcification, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation, mais on a une image qui est hyper échogène, en plein milieu du tendon, avec un condom postérieur, un amortissement en tout cas des ultrasons. En Doppler puissance, c'est hyper inflammatoire, on retrouve ces zones qu'on voyait, qui sont hyper denses au sein du tendon. Vous avez une idée de ce que c'est? Alors, je vous montre
des images qui viennent du Maroc, comme quoi ça existe aussi des deux côtés de la Méditerranée. Donc je remercie Fatima pour ces radios, pour ces échographies. Et on a exactement les mêmes images. On a des zones hyper échogènes au sein du tendon. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de condome postérieur. Hein. Il peut y avoir une petite amortissement avec un petit effacement de la corticale, mais ce n'est pas calcique. Okay, alors ce patient, en fait, en l'interrogeant, c'est facile, si je vous avais dit ça d'abord, il n'y aurait plus eu de charme. Il avait de multiples crises de gouttes, une uricémie, une hyperuricémie à 160 micromoles par litre. On l'a mis sous colchicine, et donc c'est un tophus goutteux, en fait, intratendineux, en poussée inflammatoire, qui donne ces tableaux parfois très bruyants. Voilà, ce coup-ci je m'arrête. Je vous remercie.